à toutes et à tous. Je vous propose de commencer tranquillement cette discussion matinale autour du financement des organisations de solidarité internationale. Rapidement, je me présente en tant qu'animatrice de cette discussion. Je m'appelle Flore Latournerie, je suis en charge... Ah, pardon, attendez, j'ai un petit truc à faire passer avant, je crois. Voilà, c'est le jingle. Donc voilà, comme ça, je nous mets les intervenants, je me permets d'afficher tout le monde dès maintenant. Donc voilà, Flore Latournerie, je suis en charge des projets internationaux chez FAIR. FAIR est une association qui vise à promouvoir la finance à impact social et la finance solidaire au service d'une économie tournée vers l'humain et vers les projets également environnementaux. Nous sommes un réseau de 130 membres et nous avons également toute une partie promotion du financement vers la solidarité internationale pour financer les besoins. Donc c'est à ce titre que j'anime cette discussion. Et avant de faire un tour de table pour présenter pour que chaque intervenant puisse se présenter, je me permets de faire un petit sondage pour savoir qui sont les personnes présentes dans la salle. Est-ce qu'il y a des représentants d'organisations de solidarité internationale? Peut-être par lever de main, un petit peu. Et est-ce qu'il y a des financeurs de la solidarité internationale? Un petit peu plus. Est-ce qu'il y a des représentants du monde associatif, plus globalement? Bon, eh bien, nous sommes sur un public large, tant mieux. Donc, je vais laisser les intervenants se présenter et présenter un petit peu leur structure. Et vu qu'on parle de financement, rapidement leur modèle financier, un petit peu, comment est-ce qu'ils trouvent des ressources pour financer les besoins. Et ensuite, nous partirons sur notre discussion. Bon, je vais faire par ordre à côté de moi. Donc Aurélien, je te laisse commencer. Bonjour à tous. Donc, je suis Aurélien Donnet, directeur général délégué d'une ONG qui s'appelle donc Acted, qui a été créée dans les années 90 et qui travaille aujourd'hui dans une quarantaine de pays pour soutenir 18 millions de personnes à reconstruire leur vie, puisqu'on travaille beaucoup dans des pays en crise, dont l'origine est soit naturelle, soit malheureusement humaine. Donc les conflits, etc. Et on travaille à une ambition qui est celle des objectifs 3.0, donc zéro exclusion, zéro carbone, zéro pauvreté. Je ne vous apprendrai rien là-dessus. Donc on va toucher à tout ce qui est réponse d'urgence, tout ce qui va être soutien aux populations pour accéder aux services de base dans des zones en crise. Et depuis 2020, on a intégré vraiment l'environnement, les aspects environnementaux au cœur de la stratégie programmatique de l'organisation, avec un travail sur les écosystèmes, le travail avec les citoyens pour le climat, la promotion de solutions basées sur la nature, etc., qui a été complètement intégré à nos projets. Alors Acted, c'est une ONG qui est financée à plus de 90% par des financements institutionnels, par des bailleurs de fonds publics, les Nations Unies, l'Union européenne, les États. Le reste provenant du secteur privé, entreprises, fondations, autres associations. On a ces mécanismes de consortium où certaines assos vont en financer d'autres pour mettre en œuvre des projets. Et puis également des entreprises. Enfin, depuis 10 ans, on mobilise des fonds de l'épargne salariale, donc issus de l'épargne salariale, en émettant des obligations et des titres associatifs à des fonds d'investissement dont on pourra reparler et qui a été un moyen pour nous de un peu pérenniser notre modèle économique. Et en dernier lieu, on a créé depuis 2006 des entités spécialisées à côté d'Acted pour répondre aux besoins qui avaient été identifiés sur le terrain ou aux problèmes qu'on avait identifiés dans le secteur. J'en citerai que deux. Oxus, qui est donc une structure qui travaille dans la microfinance pour prêter des fonds auprès de micro-entrepreneurs sur le terrain, et Impact Initiative, qui travaille autour de la recherche et des mécanismes de mise à disposition d'informations à tous les humanitaires, à tous les acteurs sur le terrain, pour avoir une donnée fiable, pour pouvoir préparer au mieux les interventions et les suivre. Merci Aurélien. Alice? Oui, bonjour tout le monde. Donc, je suis Alice Moncero, je suis la directrice administrative et financière d'Action contre la faim. Donc, Action contre la faim, c'est une ONG qui existe depuis plus de 40 ans et qui est présente dans 50 pays dans le monde. Donc, nous, en fait, on intervient également sur des réponses d'urgence
et de développement pour traiter la faim et les causes de la faim. Donc la sécurité alimentaire, l'accès à une nourriture de qualité. On intègre également les enjeux du changement climatique, les enjeux de l'égalité femmes-hommes dans nos programmes. Et on va travailler sur l'accès à l'eau, l'assainissement et bien évidemment le traitement de la malnutrition des enfants et des mères. Nous avons un budget de 300 millions d'euros l'année dernière et le financement de notre organisation repose à peu près à 80% sur des financements publics et à 20% sur des financements privés. Sur ces financements privés, c'est à peu près 50 millions d'euros. On a plus de 40 millions d'euros qui viennent de dons des particuliers. Donc Action contre la faim, c'est vrai qu'on est une organisation historique et donc on a beaucoup de donateurs individuels qui soutiennent Action contre la faim tous les ans de manière régulière sous forme de prélèvements automatiques mensuels au profit d'Action contre la faim. Et on a également 10 millions d'euros de dons d'entreprises. À noter quand même cependant, c'est que nous, et je pense que ça fera lien avec la présentation de Vincent tout à l'heure, il y a 10 ans, Action contre la faim était financée à peu près à 50% par les dons des particuliers. Et on a vu un vrai changement dans ce financement avec des dons des particuliers qui continuent de croître, mais beaucoup moins vite que les financements publics. Voilà, donc on a un modèle économique qui évolue fortement vers des financements publics. J'en dirai éventuellement plus tout à l'heure. Donc, bonjour, Anne-Sophie Bougouin. Moi, je suis la directrice de la stratégie financière de la CIDI, Solidarité Internationale pour le développement et l'investissement. Donc, la CIDI n'est pas une ONG. Donc là, je vais différer de mes prédécesseurs. C'est une société d'investissement qui a été créée dans les années 80 par l'ONG CCFD Terre Solidaire pour investir dans les pays du Sud et principalement pour financer, soutenir une économie et une finance solidaire, inclusive, et notamment à travers du refinancement dans des institutions de microfinance, des organisations de producteurs, des PME, et donner les ressources à des individus qui n'ont pas accès au système financier, économique traditionnel pour créer des activités génératrices de revenus. Donc on est sur un modèle économique complètement différent, puisqu'on lève du capital, donc des actions solidaires, labellisées Finansol, FAIR. On a également l'agrément ESUS depuis l'origine de la création de cet agrément. Ce qui nous permet donc d'avoir des ressources en capital très stables, investies généralement sur le long terme. Nos actionnaires ne sont pas dans une logique d'investissement court terme, mais bien d'accompagner la CIDI sur son activité, sur une perspective de très long terme. C'est très important pour nous parce qu'en tant qu'investisseurs, on investit l'essentiel de nos ressources en capital, donc sur des cycles aussi très longs. Et donc on a besoin d'une très grande stabilité dans nos ressources au niveau de nos fonds propres et de nos ressources d'investissement. Aujourd'hui, c'est à peu près, alors c'est des chiffres beaucoup plus petits, c'est 34 millions d'euros de capital mobilisé essentiellement auprès de particuliers, donc là en nombre, c'est un actionnariat citoyen. C'est à peu près 2000 actionnaires individuels qui sont aujourd'hui actionnaires de la CIDI, qui représentent à peu près 40% de notre capital. Et l'ONG fondatrice CCFD est l'actionnaire de référence de la CIDI. La CIDI, qui était au départ une société anonyme, a été transformée en société en comité par action pour permettre au CCFD de rester l'actionnaire de référence, même s'il ne détient plus la majorité du capital, et donc pour pouvoir garantir la pérennité de la mission sociale de la CIDI et valider les orientations stratégiques. Et parmi les autres actionnaires, nous mobilisons du capital essentiellement auprès d'institutionnels privés, très peu auprès d'institutions publiques, puisque notre capital est à 97% détenu par des individus ou des entités privées, et de plus en plus par les fonds d'épargne solidaire salariale, du fait de notre agrément ESUS, qui représente une partie de plus en plus importante de nos actionnaires et aussi de nos prêteurs, puisque nous bénéficions aussi d'un effet de levier sur notre capital et nous avons accès à ces fonds d'épargne solidaire salariale, ce qui nous permet d'augmenter nos ressources disponibles pour investir dans les pays du Sud grâce à des billets à ordre, essentiellement.
Aujourd'hui, le portefeuille de la CIDI est investi essentiellement en Afrique. C'est plus de 50% de nos investissements qui sont faits en Afrique. Mais on travaille dans à peu près 40 pays, très largement, Afrique, Amérique latine, Asie, Europe de l'Est. Et plus de 50% de notre portefeuille, c'est de l'investissement en capital. Alors, outre notre métier d'investisseur, la mise en œuvre de nos actions nécessite aussi des subventions, des co-investissements pour pouvoir accompagner les entités locales que nous refinançons. Et la problématique pour nous, c'est plutôt le financement de cet accompagnement, puisque là, on est sur des ressources en subvention. Donc, on y reviendra peut-être plus tard. Merci, Anne-Sophie. Bon. Pardon, j'allais faire une petite aparté, mais juste avant, je vais te laisser te présenter, Vincent, et peut-être que plus que présenter le modèle financier de Coordination Sud, c'est peut-être enchaîner tout de suite sur la présentation de l'étude que tu as réalisée, qui nous donnera des premières informations pour continuer la discussion. Et peut-être que si tu veux, je te laisse la petite zapette pour passer ton... Super, merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Bonjour à tous et toutes. Moi, je suis Vincent Pradier, chargé d'études et d'analyse à Coordination Sud. Alors, Coordination Sud, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas Coordination Sud, on dit que c'est la plateforme des ONG françaises de solidarité internationale. On réunit aujourd'hui, je crois, 182 ou 183 membres, soit une bonne partie du secteur des ONG françaises. On est très connu, enfin plutôt connu du grand public par notre moteur de recherche pour trouver du boulot dans le secteur de la solidarité internationale. Voilà, donc sachez que nous sommes un peu le moteur de recherche de référence, même pour des offres qui ne sont pas que des offres dans les ONG. Je sais que l'Agence française de développement publie un certain nombre de choses, Expertise France, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à consulter notre site. Et plus globalement, Coordination Sud, créée en 1994, on a 4 grandes missions. La première, c'est d'accompagner, de renforcer, de structurer le secteur des ONG de solidarité internationale en France. Donc on a des missions de formation, on a des missions d'accompagnement via des fonds dédiés, des missions d'échange sur un certain nombre de sujets transversaux, par exemple les questions financières au sein des ONG. On a une mission nous on appelle ça de plaidoyer syndical, de défense d'un environnement favorable pour la mise en place des actions par les ONG. Donc on défend notamment un financement suffisant pour les actions des ONG, des conditions de mise en place suffisamment facilitantes. Et puis on a aussi une mission de plaidoyer qu'on appelle transversale, où on défend un certain nombre de positionnements communs construits par nos membres sur des grands enjeux transversaux, le financement du développement, les enjeux de migration, les enjeux de genre, de climat. Et puis on a une dernière mission qui est celle dont je m'occupe, qui est une mission de production de savoir sur les ONG par les ONG, qui s'appelle l'ONG Lab. Et dans ce cadre-là, on publie un certain nombre d'études, dont une étude que je vais vous présenter. Alors effectivement, le modèle économique de Coordination Sud est très différent, parce que nous sommes une organisation, moi j'appelle ça de deuxième ligne, très financée par les pouvoirs publics, et surtout qui a la contrainte de ne pas être en concurrence ou de ne pas concurrencer ses membres sur ses propres sources de financement. Donc on est aussi très financé par nos membres. C'est pour ça que je ne m'étendrai pas trop sur la façon dont nous sommes financés. Et donc nous avons publié, et donc merci pour l'invitation. Je crois que l'enjeu, c'est que je vous dresse un peu un panorama en introduction de la situation des financements des ONG en France. Alors non pas que j'ai le savoir universel, mais nous avons publié une étude récemment avec le soutien du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, que je sais dans la salle, donc je les remercie, et de l'Agence française de développement. Une nouvelle édition en fait d'une étude qu'on publie, alors qui est publiée, qui n'a pas toujours été publiée par Coordination Sud, mais que c'est la deuxième édition qu'on publie, qui s'appelle Étude Argent-Asie sur l'évolution des modèles socio-économiques des ONG. Et donc c'est une édition qu'on publie généralement tous les 3-4 ans. Là c'est 5 ans parce qu'on a tenu compte de l'année Covid, où l'idée c'est d'analyser un peu les évolutions, les tendances des modèles socio-économiques des ONG, c'est-à-dire les ressources qu'elles mobilisent, leurs différents types de dépenses, leurs zones d'intervention, mais aussi quelque chose que j'expliquerai pas trop aujourd'hui, mais l'évolution dans leurs ressources humaines, la façon dont elles s'organisent.
On vient de la publier en mai 2022. J'ai quelques exemplaires ici, donc s'il y en a qui s'intéressent, la version papier, je peux largement vous la donner. On a essayé une synthèse et elle est accessible en ligne sur notre site internet, donc n'hésitez pas à aller la consulter. Tout est gratuit. L'idée, c'est que les personnes soient à peu près informées de la façon dont les ONG se structurent aujourd'hui. Alors pour être pas trop long, on m'a demandé de faire 3 slides, donc je vais vous donner 3 grandes infos, peut-être juste au préalable. Donc c'est une étude qui se base sur des données fournies par les ONG françaises. Pour vous donner une idée, on leur a demandé entre 500 et 600 données par ONG. Donc merci aux ONG qui ont contribué. Je sais que celles autour de la table l'ont fait. Et on a récolté les données d'à peu près 120 ONG. Donc on n'a pas toutes les ONG membres de Coordination Sud, ni toutes les ONG, mais on a la quasi-totalité des très grandes, moyennes ONG. Donc ça donne aussi une robustesse aux données telles qu'elles sont utilisées pour l'étude. Et on a complété ces données-là par des entretiens. Donc on a fait plusieurs entretiens individuels, une vingtaine d'entretiens avec une vingtaine d'ONG, plus 4 entretiens collectifs. Donc on a mobilisé au total une cinquantaine d'ONG, en plus pour apporter une dimension plus qualitative aux données que je vais vous présenter. Donc l'étude est pleine de verbatim, je vous incite à aller la voir. Ça donne une bonne image de la façon dont se structurent aujourd'hui les ONG en matière de modèle socio-économique. Peut-être un premier renseignement de cette étude, ce qu'on constate, c'est qu'entre 2016 et 2020, le secteur des ONG français de solidarité internationale, ses ressources croissent énormément. On a un accroissement de 43% à peu près entre 2016 et 2020, donc un secteur qui passe de 1,6 milliard d'euros de ressources mobilisées à quasiment 2,3 milliards d'euros de ressources mobilisées en 2020, c'est assez important. Alors, c'est une croissance qui se confirme. C'est que la précédente édition, qui était sur la période 2012-2016, montrait déjà qu'il y avait une croissance importante. Ce qui est intéressant de noter aussi, alors 2,3 milliards d'euros, ça peut paraître énorme. Les ONG américaines en 2020 représentent 40 milliards d'euros de dollars de ressources, donc toute chose égale par ailleurs. Ce qui est intéressant de noter aussi sur cette édition, c'est que pour la première fois, depuis 2016, en fait, les ONG françaises sont majoritairement, en tout cas sur les volumes, financées par des ressources publiques. C'est qu'en fait, c'est la croissance importante des ressources publiques, notamment, qui explique cette forte croissance. On est à peu près sur un ratio 52-53% de ressources publiques pour 47% de ressources privées. C'est la première fois dans l'histoire des ONG qu'on est sur ce ratio-là. Alors ça correspond à plein de choses. Ça correspond déjà à l'accroissement des fonds publics nationaux pour les ONG françaises, lié à l'accroissement de l'aide publique au développement. Ça correspond aussi à ce qu'ont réussi à faire quelques ONG, c'est-à-dire à aller capter des ressources publiques internationales, notamment américaines, notamment bilatérales, canadiennes et autres, et qui explique une forte augmentation de ce type de ressources. Puisque ce qu'il faut aussi regarder, c'est qu'en fait, cette augmentation, alors je ne l'ai pas dit, mais les ressources privées augmentent, je vais en parler en conclusion de mon intervention, mais elles augmentent moins vite que les ressources privées. Quand on rentre un peu plus dans le détail, on s'aperçoit qu'en fait, cette augmentation, elle n'est vraie, elle n'est surtout tirée que par quelques très grandes ONG. C'est qu'en fait, on a, on va dire, un top 10, un top 5 d'ONG françaises qui ont connu une très forte croissance. Et vu leur taille, en fait, elles tirent effectivement les volumes des ressources totales mobilisées par les ONG vers le haut. Quand on regarde plus en détail, je crois que c'est ça que j'ai mis comme graphique, en fait, quand on rentre dans la composition des types d'ONG, alors nous, on a classé les ONG de 2 façons. On les a classées par taille budgétaire, c'est ce qu'on appelle petite, moyenne, grande et très grande. C'est pas un jugement de valeur, hein. C'est plus de 50 millions, c'est très grande, entre 10 et 50, c'est grande, entre 3 et 10 millions, c'est moyenne, et moins de 3 millions, c'est petit. En fait, les très grandes ONG, à une exception qui est Médecins sans frontières, en fait, sont majoritairement financées plutôt par du public, c'est ce qui a été présenté juste avant, c'est-à-dire plutôt sur des ratios 75-25 ou 80-20. Quand on va sur les ONG moyennes et grandes, on est plutôt sur un ratio inverse, c'est-à-dire 30% de fonds publics, 70% de fonds privés, et puis quand on arrive sur les plus petites ONG, donc moins de 3 millions d'euros de budget, ça dépend beaucoup des types d'ONG, mais on est plutôt sur un ratio 50-50 ou 40-60. Ce qui est vrai aussi, c'est que cette répartition-là, elle est très différente en fonction des types d'actions menées par les ONG. Par exemple, les ONG de plaidoyer, qui sont plutôt des ONG petites en taille. Alors,
quand je dis type d'action, c'est les missions principales. Il y a les ONG autour de la table sont des ONG multimandats qui font à la fois de l'humanitaire, du développement, du plaidoyer. Les ONG qui ne font que du plaidoyer sont plutôt financées par les acteurs privés, à un ratio quasiment 10-90, alors que les ONG dites humanitaires, d'action humanitaire, sont plutôt sur des ratios inverses. Voilà, et c'est pareil sur les ONG de développement, on est plutôt sur un ratio 30% public, 70% privé. Donc vous voyez, il y a effectivement une grande masse qui dit qu'il y a une forte augmentation des ressources publiques pour les ONG françaises, une augmentation importante des ressources privées, mais quand on rentre dans le détail, il y a des choses très différentes en fonction de la taille des ONG dont on parle et puis des types de missions. Si on s'intéresse plus en détail aux ressources privées, on constate plusieurs choses. Alors, il y a une augmentation des ressources privées sur la période, ça c'est clair. Elle est j'ai écrit, je crois, de 22%. Donc, on a une augmentation de 22% entre 2016 et 2020. J'ai les chiffres pour vous donner une idée. Les ressources, pour ne pas dire de bêtises. Bon, je vous le dirai tout à l'heure si vous avez des questions. Je n'ai plus le chiffre en tête. Les ressources privées donc, représentent 22%. Il y a une croissance de 22%. Cela dit, en fait, elle reste principalement tirée par une augmentation des fonds issus de la générosité du public. Alors, ce que montre l'étude, c'est qu'il y a effectivement un tassement des montants, des volumes de la générosité du public dans les ressources totales des ONG, en particulier les ressources privées, mais elles restent quand même majoritaires, c'est-à-dire que 70% des ressources privées sont des ressources issues de la générosité du public. Alors ça, il n'y a pas que nous qui le disons, on constate globalement en France un marché, pour le dire comme ça, de la ressource issue de la générosité du public qui stagne et avec des acteurs qui sont très implantés. Et d'ailleurs, sans surprise, en réalité, c'est plutôt les grandes et très grandes ONG qui arrivent à capter la générosité du public parce qu'on a un marché qui est saturé et que les coûts d'investissement sont tels que les plus petites ONG ne peuvent pas spécifiquement développer du fundraising ou du street marketing, etc. Donc on a un marché. Et alors, ce que montre l'étude aussi, c'est intéressant, c'est que la générosité du public augmente plutôt sur la générosité internationale. C'est qu'en fait, certaines ONG françaises vont capter des fonds de générosité du public issus d'autres pays, par exemple les États-Unis, le Canada, mais aussi des pays émergents. Deuxième source, c'est plutôt ce qu'on a appelé nous les fonds et fondations. Alors j'ai plus le chiffre en tête, c'est quasiment, je crois que c'est 10% à peu près, 10% qui sont des fonds issus de fonds et fondations. Et les fonds issus d'entreprises ne représentent que 5% en 2020 des fonds totaux mobilisés par les fonds privés totaux mobilisés par les ONG. Cela dit, alors c'est un pourcentage qui est faible, mais cela dit, quand on regarde les volumes, il y a une augmentation malgré tout entre 2016 et 2020, c'est-à-dire que les entreprises financent de manière modérée de plus en plus les ONG, même si au global, par rapport à leurs ressources privées, et puis encore plus quand on regarde les ressources totales, ça reste une part peu significative en réalité des ressources mobilisées. Et après, il y a quelques pourcentages qui sont plutôt de ce qu'on appelait nous les cotisations, l'autofinancement, mais qui sont des choses très marginales. Alors, sauf pour certaines, plutôt les grandes ONG qui ont je pense au CCFD par exemple, mais je pense à des ONG comme le GRET ou à Agronomes et Vétérinaires sans frontières, qui ont des actions notamment qui permettent de lever des fonds en fait, d'autofinancement, qui permettent par l'activité de lever certains fonds. Donc il y a quelques modèles spécifiques, mais effectivement sur les ressources privées, je m'arrêterai là-dessus, on est encore aujourd'hui sur des ONG très financées par la générosité du public, un peu par les fondations et un tout petit peu, même si c'est en progression, par les entreprises. Voilà, je m'arrête là. Merci Vincent. Merci beaucoup pour cette présentation de cette étude. L'intérêt d'avoir vos trois organisations aussi à côté, c'est que vous mobilisez tous à la fois des ressources privées et des ressources publiques dans votre modèle économique, sachant que les ressources privées sont différentes pour chacun d'entre vous. Donc l'objectif ici est de passer un petit peu du cas général au cas pratique, concrètement comment ça se passe pour chacune de vos organisations. Pardon. Donc ma première question sera de savoir un petit peu quels sont les enjeux, les évolutions que vous observez au sein de vos propres organisations et dans votre modèle financier respectif. On va changer. Je passe la parole à Alice pour commencer. Parfait. Nous, de notre côté, comme je disais, on a vu une très forte croissance des besoins humanitaires
et de façon associée, une hausse des financements, que ce soit privé ou public, hein, vraiment comme l'indiquait Vincent dans son étude, avec une croissance des financements beaucoup plus rapide sur les financements publics. Aujourd'hui, voilà, on a des bailleurs qui nous financent sur des montants de plus en plus importants. Je dirais en plus une vraie tendance à la concentration, c'est-à-dire qu'on est en contact avec... alors quand je parle des bailleurs, hein, c'est ce que disait Aurélien tout à l'heure, c'est les Nations Unies, c'est l'Union européenne et ensuite les États, donc l'État français, l'État américain, canadien, anglais. Et en fait, ces bailleurs nous demandent de plus en plus de signer des contrats sur des montants plus importants et j'ai l'impression se concentrent sur un nombre plus restreint d'ONG. Et ensuite, par exemple, Action contre la faim va signer des contrats qu'on appelle consortium, où on va être, nous, le porteur du contrat, et on va ensuite déléguer une partie de ces montants à d'autres ONG, qui peuvent être des ONG plus petites ou des ONG nationales. C'est la deuxième tendance sur laquelle je voudrais insister, la nationalisation, localisation de l'aide. De plus en plus, et ça date voilà, d'échanges sur les forums humanitaires d'Istanbul, une volonté de la part des financeurs que les financements aillent davantage vers des ONG nationales. Ce qu'on porte aussi, hein, nous, directement, Action contre la faim, et qui implique pour nous de pouvoir... avoir des partenaires historiques, de qualité, et avec lesquels on travaille de longue date, mais également, je dirais, en termes d'évolution, on voit que face à cette hausse des financements, s'associe une hausse des exigences en termes de conformité, en termes de contrôle interne, d'audit, ce qui nous amène à avoir en fait des injonctions complexes en termes de travailler davantage avec des ONG nationales, mais être en capacité de répondre à des obligations de contrôle. Je parle sur la partie financière, par exemple, hein, en termes de suivi de l'affectation des coûts, en termes de règles sur la politique de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement antiterrorisme. Donc voilà, on a vraiment pour nous ces principaux enjeux, je dirais, des financements de plus en plus importants, volonté commune d'avoir une part croissante de ces financements qui aillent vers des partenaires nationaux, ONG locales, mais face à ça, des exigences de conformité de plus en plus importantes et donc un transfert de risques vers les ONG, Action contre la faim et les ONG nationales. Merci Alice. Pour rester sur le modèle des ONG, Aurélien. Oui, je vais peut-être rebondir sur ce que tu viens de dire, Alice. Effectivement, ces exigences qui sont croissantes rendent difficile le travail avec même la mobilisation des ONG de plus petite taille ou plus locale, quand on demande à une ONG de devoir mettre en place des processus administratifs très complexes et très coûteux, forcément, c'est un enjeu auquel on fait face au quotidien. Donc c'est une chose qu'on partage. Deuxième élément sur lequel je suis tout à fait d'accord par rapport à ce qui vient d'être dit, c'est ce phénomène de concentration. Parce que quand on regarde, c'est ça qui est assez intéressant par rapport à l'étude de Coordination Sud, quand on regarde l'assistance humanitaire dans le monde, son financement privé plus public, lui, il a tendance à stagner depuis 2016. Donc en fait, on note que des ONG qui ont une certaine taille, qui ont passé quelque part entre guillemets un plafond de verre, ont une capacité à absorber des ressources de par peut-être la confiance qui se crée avec les donateurs publics, de par le track record entre guillemets, et qui fait qu'elles jouent de plus en plus le rôle de financeur en cascade. C'est-à-dire, comme le disait Alice, on capte des fonds pour ensuite les attribuer à d'autres entités qui vont avoir une action plus spécifique, une compétence plus spécifique sur un secteur particulier, sur un terrain, ou une présence géographique complémentaire à celle de nos organisations dans les territoires sur lesquels on va intervenir. Donc c'est vrai qu'on voit les besoins qui explosent. Entre 2016 et 2022, on estime que le nombre de personnes en besoin d'assistance humanitaire a été multiplié par 3 dans le monde. Notamment, il y a eu évidemment la crise du Covid, il y a eu également aujourd'hui les grands impacts de l'inflation dans le monde, et notamment sur les denrées alimentaires qui ont des impacts majeurs. Donc les besoins, ils explosent x3. Quand on regarde les financements, eux, ils ont évolué de 10-20% au niveau global en croissance.
Et quand on regarde là l'étude, on voit des taux de croissance beaucoup plus importants sur la captation de ces fonds. Donc je crois qu'il y a cet enjeu de concentration et peut-être aussi un autre enjeu, celui que tu décrivais Alice, qui est des ONG qui étaient très financées, alors c'était moins le cas pour Acted, là je sors d'Acted, qui étaient très financées par le grand public, qui migrent vers des financements bailleurs de fonds publics. En fait, ça fait une nouvelle arrivée de ressources et qui fait décoller des modèles en termes financiers. C'est peut-être ces deux mécanismes-là qui sont en jeu et qui expliquent finalement ces phénomènes. Alors face à la réflexion quand même des ressources quand on regarde au niveau global par rapport aux besoins, parce que quand on se replace encore une fois par rapport aux besoins x3, augmentation du financement humanitaire dans le monde, 15-20%, eh bien on a quelque part une pression des bailleurs de fonds pour le contrôle de gestion, etc., mais quelque part aussi un devoir de s'assurer que chaque euro qui rentre dans nos organisations est utilisé le plus efficacement possible. Et donc, les mécanismes qu'on va mettre en place ne doivent pas être mis en place au nom de règles de bailleurs de fonds, mais plutôt au nom de maximiser l'utilisation des fonds qui nous sont confiés. Et donc là-dessus, il y a un gros travail sur la traçabilité, le contrôle de gestion, les mécanismes d'audit, etc., pour s'assurer que l'argent est bien dépensé comme il le soit. Et puis peut-être, comme il doit l'être. Et puis peut-être une dernière réponse à cette raréfaction de ressources, même si c'est encore une fois, on voit que les ONG françaises qui ont été citées là sont plutôt très dynamiques dans leur fundraising, ce qui est une bonne chose par rapport à l'évolution globale. Eh bien, finalement, il y a cet enjeu d'aller attirer des nouvelles ressources. Et donc des modèles, d'ailleurs la CIDI l'a bien décrit, on parlait de capital investment tout à l'heure, on croit beaucoup en ces modèles hybridés, donc avec la création donc, de cette entité Auxus à côté d'Acted qui elle est une entreprise qui fait du financement sous forme de prêt à des entrepreneurs sur le terrain. C'est aussi un moyen de proposer à des investisseurs qui ne connaissent mal finalement ces pays d'aller investir pour soutenir le développement de ces pays. Et donc c'est un moyen d'apporter une ressource complémentaire à l'aide humanitaire classique telle qu'on peut la connaître. Merci. Anne-Sophie, sur un modèle différent du coup avec la CIDI, quels sont complètement différents, mais en tout cas je pars d'un constat identique à Alice et Aurélien, c'est que les besoins sont considérables et nous on voit bien aujourd'hui on finance à peu près une centaine d'institutions, donc là c'est vraiment du financement, soit de la prise de participation au capital, soit des prêts, soit des garanties, et des besoins qui sont exponentiels auxquels on ne peut pas répondre compte tenu, en tout cas à court terme, compte tenu du rythme de croissance de notre capital ou de notre accès aux billets à ordre, au fonds d'épargne solidaire. Et donc la stratégie CIDI, il y a déjà de ça une dizaine d'années, ça a été justement de trouver un moyen d'avoir un effet de levier sur ces ressources en capital grâce à des financements publics. Puisqu'aujourd'hui, la structure de la CIDI ne permet pas aux organismes publics d'investir en direct dans la CIDI ou de façon très marginale. Ça, c'est plus lié à la structuration et au modèle économique de la CIDI qui fait qu'aujourd'hui, pour un investisseur public comme l'Agence française de développement, Proparco ou la Banque européenne d'investissement, la CIDI ne répond pas complètement à certains critères, et notamment le fait que nous ne sommes pas ce qu'on appelle un fonds fermé, avec une durée de vie limitée qui permet aux investisseurs à un moment donné de récupérer leur mise de départ, d'évaluer le projet, de repartir sur un nouveau cycle. Ça, c'est un des critères particuliers qui fait que pour des acteurs publics, ce n'est pas forcément dans une CIDI telle qu'elle existe aujourd'hui qu'ils veulent investir. Un deuxième critère très important, c'est la question du rendement. On est sur le secteur de l'investissement. Et donc se pose forcément la question de la rémunération des investisseurs. Et historiquement, la CIDI a toujours décidé, donc ça c'est une décision de l'Assemblée générale, de ne pas distribuer de dividendes à ses actionnaires, même si elle génère des ressources financières, des profits, mais qu'elle réinvestit intégralement dans son activité. Et en particulier, tous les produits de la gestion de notre portefeuille nous permettent de financer, pour l'essentiel, notre mission d'accompagnement que, autrement, nous devrions financer par de la subvention. Donc, du fait de ces deux critères très importants, nous avons une capacité limitée à mobiliser des fonds publics, et on voit bien que c'est quand même au niveau des investisseurs publics que les volumes
sont les plus importants. Donc il y a 10 ans, nous avons créé un fonds, un véhicule à côté de la CIDI, le fonds FEFISOL, Fonds européen pour le financement solidaire en Afrique, dédié à l'investissement en Afrique, ce qui nous a permis, à travers la structuration d'un véhicule financier distinct, de le structurer de manière à ce qu'il soit adapté aux contraintes des investisseurs publics principaux que nous ciblions avec ce véhicule, tout en nous permettant de réaliser nos objectifs, notre mission et d'apporter les ressources nécessaires à nos partenaires pour pouvoir développer leur activité sur le terrain. C'est donc à travers ce dispositif que nous avons pu lever du capital et des ressources financières auprès de la Banque européenne d'investissement, de Proparco et de l'AFD. On a mobilisé aussi d'autres investisseurs privés, type beaucoup de banques sociales européennes, parce que là c'est plus une stratégie d'alliance, donc à travers différents réseaux dont nous sommes membres, ça nous permet de mobiliser des investisseurs privés qui sont intéressés à développer une stratégie à l'international via les activités de la CIDI. Mais en termes de volume, les principaux volumes viennent des acteurs publics. Et ce qui pour nous est très intéressant dans ces dispositifs, donc en gros FEFISOL c'est quasi la même taille que la CIDI aujourd'hui, hein, donc ça nous permet de doubler notre capacité d'intervention sur l'Afrique. Et dans ces cas-là, on se retrouve à être à la fois petit actionnaire du fonds et aussi, c'est nous qui apportons tous les dossiers d'investissement au comité d'investissement de ce fonds. Ce qui était très intéressant à travers ce type de dispositif, c'est que ça nous permet aussi beaucoup d'innover sur des dispositifs, des mécanismes pour répondre aux différents besoins de nos partenaires dans les pays du Sud. Et à travers un fonds comme FEFISOL, nous avons réussi à obtenir un mécanisme très innovant grâce à l'Agence française de développement qui a accepté de couvrir une partie du risque de change. Et ça, on n'aurait pas pu le faire via la CIDI telle qu'elle existe aujourd'hui, mais ça a été un dispositif très intéressant qui nous a permis d'aller encore plus loin dans la nature et la structuration des services financiers qu'on propose à nos partenaires dans les pays du Sud, puisque ça nous permet de faire du financement en monnaie locale exclusivement, là où les partenaires nous demandent de la monnaie locale pour ne pas supporter et prendre à leur charge le risque de change. Et voilà, c'est un montage. Après, on est toujours sur des montages hybrides. L'idée, c'est de partager les risques, de partager les coûts du risque. Donc, ça n'était pas une couverture à 100% du risque de change, mais quand même une couverture qui allait jusqu'à 70% du risque de change et qui nous a permis, du coup, d'investir dans des pays où nous n'aurions pas pu le faire en direct sur les volumes sur lesquels nous l'avons fait, parce que ça aurait été beaucoup trop risqué économiquement. Donc, c'est à travers... Ça nous demande, nous, beaucoup d'innovation financière, de trouver les bons dispositifs, les bonnes mécaniques pour attirer des investisseurs publics qui sont très intéressés par l'impact de la CIDI, mais pour lequel la CIDI ne représente pas forcément un dispositif et une structure pertinente. Évidemment, c'est aussi une façon pour nous d'obtenir des ressources pour financer l'accompagnement à travers ce type de véhicule, parce que pour des organisations comme la Banque européenne d'investissement, l'AFD, la Proparco, financer l'accompagnement à travers ce type de fonds, c'est aussi des mécanismes classiques. Donc, ça nous permet d'accéder à un gros panel de ressources distinctes. La grosse difficulté pour nous, c'est que du coup, on est sur des cycles. Alors certes, qui peuvent paraître importants. FEFISOL 1, c'était un cycle de 10 ans. Là, on vient de clôturer FEFISOL 1, on lance FEFISOL 2, et ce dont on se rend compte, c'est que le contexte est les négociations, les cadres dans lesquels on doit s'inscrire sont de plus en plus complexes, de plus en plus juridisés, vous me comprenez, avec une aversion au risque de plus en plus importante. Alors que nous, ce qu'on revendique, c'est que la collaboration avec les pouvoirs publics, ça doit être sur de la couverture du risque et du partage du risque. Et donc, c'est très compliqué parce que malgré un dispositif qui a été un succès pendant 10 ans, repartir à l'identique et innover encore sur un dispositif comme FEFISOL 2, ça a été très compliqué. On n'a pas réussi à repartir sur un dispositif de couverture partielle du risque de change. Donc, on sait que ça va être beaucoup plus difficile de développer le portefeuille dans certains pays, d'apporter les ressources financières dont ont besoin les partenaires. Et ça, c'est essentiellement des problématiques de gestion du risque, d'appréciation du risque, aussi de gestion des risques juridiques, de contraintes sur les montages, sur les process, qui nous contraignent de plus en plus.
ça, c'est une grosse problématique pour nous. Merci. Je me permets de rebondir sur le mécanisme innovant dont tu parlais, qui pourrait se rapprocher des mécanismes de blended finance, comme on appelle un petit peu dans le jargon, donc du financement public-privé pour financer des projets. Et donc ma question suivante, c'est donc Anne-Sophie, tu en as un petit peu parlé pour la CIDI, au niveau de ACF et de ACTED, est-ce que ce sont des mécanismes que vous suivez, donc Blended Finance, Development Impact Bonds, est-ce que ce sont des mécanismes qui vous intéressent? Quel est votre regard par rapport à ces nouveaux mécanismes de financement pour financer la solidarité internationale? Peut-être que tu en as un petit peu parlé déjà, Aurélien. Oui, brièvement, mais en fait, alors on regarde tout ce qui se passe en termes de type de financement, et donc c'est des mécanismes qui effectivement nous intéressent. Il y en a plusieurs. On a pu mettre en place des mécanismes de garantie, par exemple sur Oxus, quand on prête sur des publics particuliers qu'on va aller chercher dans des zones très rurales, très reculées, et donc que le risque est très important, eh bien on a pu se mettre en accord avec des entités qui garantissent en fait le portefeuille quand si il y a une perte. Ça, c'est le premier élément. La deuxième chose, c'est l'épargne solidaire qu'on a beaucoup mobilisé sur les 10 dernières années. On a levé quasiment 30 millions d'euros d'épargne solidaire, plutôt fléchée sur Acted Global en tant que ESUS, donc pour pouvoir finalement financer des transitions de long terme internes à l'organisation, donc la transition verte de l'organisation, la transition digitale de l'organisation, qui sont des choses qui ne sont pas prises en compte dans les financements cycliques des bailleurs de fonds. Et donc on a beaucoup de difficultés avec du financement à 1 an et demi, 2 ans, finalement avoir une projection sur 5 ans, une logique un peu de business plan, etc. Donc ça nous a beaucoup aidé dans ce cadre-là. Et ça n'a pas que des avantages, puisque ça a aussi des inconvénients. C'est de la dette très long terme qu'on doit rembourser. Il y a un coût de structuration, il y a un coût d'intérêt à payer. Donc il faut aussi y aller par parcimonie. C'est-à-dire il faut vraiment analyser quel est son besoin et l'adapter à son besoin, pas se jeter corps et âme perdus dans ces nouveaux mécanismes. Le deuxième mécanisme qu'on a beaucoup regardé récemment, c'est le crowdfunding, le financement participatif qui a augmenté en 2021 de 25%, en particulier sur la partie des projets avec une dimension sociale et environnementale. Et c'est vrai qu'on y voit des moyens de compléter les financements qu'on va apporter sur le terrain, nous, de manière avec nos financeurs publics. Par exemple, on va mobiliser beaucoup d'entreprises de petite et moyenne taille, parfois du secteur formel ou informel de l'économie. On sait que ça représente une grande partie du PIB des pays dans lesquels on intervient, que de soutenir ces entreprises-là, que ça crée de l'emploi et que ça réduit en fait les enjeux de pauvreté dans les pays dans lesquels on est. Donc Acted va venir avec une subvention, va financer ces micro-entreprises sur des transitions qu'elles réalisent, va accompagner avec de la formation sur je sais pas moi, de la comptabilité, du marketing, etc., avec des spécialistes qui vont travailler là-dessus. Et en complément de ça, on va aller chercher des investisseurs qui, eux, vont pouvoir aller investir dans ces entreprises pour les aider à décoller et à recruter du monde. Et donc récemment, on a investi dans une plateforme de crowdfunding qui s'appelle Lend a Hand, dont on a parlé là ces jours-ci, qu'on essaye de pousser pour devenir une référence européenne de l'investissement via le grand public vers des entreprises de taille moyenne dans les pays émergents, autour d'enjeux environnementaux ou autour d'enjeux sociaux qui viennent compléter notre modèle. Et puis enfin, on regarde aussi beaucoup ce qui se passe au niveau des contrats de service. Donc on peut être amené dans des cas particuliers à devenir un contractant d'un bailleur de fonds. Alors l'idée étant de lier ces indicateurs de résultats et d'impact au paiement réalisé. Donc on appelle ça le payment by result, le paiement au résultat, un peu comme quand on construit une maison, vous avez mis les 3 premières briques, ensuite le toit, vous êtes payé en fonction des réalisations et surtout en fonction de l'impact. Est-ce que, donc on a fait ça autour d'écoles et autour de jeunes filles pour aller plus à l'école, est-ce que le taux de présence de ces jeunes filles dans l'école a augmenté après le projet qui a été réalisé par Acted ou pas, et une partie du paiement est lié à ce résultat-là. Alors pareil, c'est des choses qu'il faut regarder avec grande attention parce que c'est aussi beaucoup de risques pris. On intervient dans des pays ultra complexes. Il ne faut pas non plus qu'on se mette des bâtons dans les roues à nous-mêmes. Mais il est intéressant de noter que l'impact est de plus en plus important
à évaluer dans nos secteurs, et c'est très important pour finalement la valeur ajoutée de ce qu'on fait sur les terrains, et donc de le lier au paiement, c'est l'impact de la vision de l'impact la plus poussée qui puisse être pour une ONG de notre type. Voilà. Merci. Alice, pour rebondir sur cette question. Oui, je voulais bien rebondir sur ce sujet des contrats de service, qui est effectivement quelque chose qui se développe de plus en plus dans le secteur humanitaire et qui nous interroge beaucoup, puisque effectivement on considère, et je parlais tout à l'heure du transfert de risque, qu'aujourd'hui il y a de plus en plus de demandes de la part des financeurs. Donc là c'est les États, mais j'ajouterai aussi la Banque mondiale ou d'autres acteurs similaires, de contractualiser avec des acteurs qui peuvent être des ONG, mais également, sur ce type d'appel, ce sont des appels d'offres et on est mis en concurrence avec des acteurs privés qui peuvent être Unilever sur une réponse d'accès à l'eau, qui peuvent être KPMG sur des programmes, etc. Et avec voilà, un fonctionnement qui est vraiment business oriented, avec de l'impact, c'est certain. Comme le mentionnait Aurélien, c'est paiement au résultat. Mais derrière, voilà, pour nous, c'est quelque chose sur lequel on s'interroge beaucoup. On débat beaucoup avec les élus du conseil d'administration d'ACF pour savoir si on va vers ce type de projet. Parfois, ça peut nous permettre de répondre à notre stratégie et de financer nos programmes dans des zones où on n'a pas de financement. Mais cependant, c'est accepter de devenir un prestataire de services là où aujourd'hui on construit notre stratégie et on la met en œuvre avec nos financements, que ce soit des subventions qu'on va solliciter ou dans les zones où on n'a pas de subventions, de pouvoir justement s'appuyer sur les dons des particuliers qui nous permettent cette flexibilité pour vraiment agir là où il y a le plus de besoins. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui aujourd'hui pose beaucoup de questions en interne chez Action contre la faim et qu'on regarde, mais avec beaucoup d'interrogations. De façon générale, on a vraiment le sentiment que pour nous, les pouvoirs publics doivent reprendre un rôle majeur dans le financement de l'aide. Et aujourd'hui, on est sur un système de contribution volontaire de la part des États qui se décident sur leur budget d'aide publique au développement annuel. Et nous, on pousse fortement Action contre la faim pour avoir des contributions obligatoires qui soient en pourcentage du PIB, qui puissent être ensuite centralisées, par exemple avec une commission au niveau des Nations Unies, et s'assurer que vraiment les fonds soient transmis là où il y a des besoins. Aujourd'hui, nous, le contexte chez Action contre la faim, c'est qu'on a certains pays sur lesquels on va avoir beaucoup de financements disponibles, des bailleurs qui vont avoir des enveloppes importantes et d'autres qui sont des crises oubliées. Je pense par exemple à la République centrafricaine, des pays où il y a peu d'enjeux économiques pour les États des pays développés et où du coup on a très peu de financements disponibles. Voilà, l'idée c'est de ne pas avoir à lier les financements de l'aide humanitaire à la politique extérieure d'un pays, mais vraiment en fonction des besoins. Et par ailleurs, c'est vrai que nous, aujourd'hui, ONG, on contribue, on voyait sur les chiffres, à 25% du financement de l'aide via toutes les recherches de collecte privée, la mobilisation des entreprises, des fondations, là où, en fait, c'est le rôle des États de financer. Et je terminerai sur ça. En réalité, si on regarde le PIB des 100 États les plus riches en 2020, il suffirait d'investir 0,07% du PIB, donc on est loin des 0,7% de l'APD qu'on entend souvent, pour pouvoir couvrir les besoins humanitaires dans le monde. Donc aujourd'hui, le problème, c'est qu'on a 20 grands contributeurs, là où en réalité, il y a beaucoup de pays qui ont un PIB important qui ne contribuent pas du tout. Donc voilà pour moi. Merci. Merci Alice, c'est parfait, tu fais le lien avec l'enjeu suivant qui est en fait finalement sur ce paysage, comme tu disais, de financement privé qui arrive, de restructuration financière des organisations. Quel est le rôle du financement public pour financer l'aide ? Et je serais intéressée peut-être après avoir vos expériences Aurélien et Anne-Sophie d'avoir également la vision de Coordination Sud sur cette question en tant que représentant des ONG de solidarité internationale française. Anne-Sophie, pour commencer. Le rôle des pouvoirs publics, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment pour nous, en tout cas à notre niveau, d'être à côté de nous pour partager un certain nombre de risques que nous ne pourrions pas prendre si une partie de ce coût du risque n'était pas pris en charge par des organisations publiques.
Et on le voit bien, si on veut aller plus loin, si on veut financer la transition écologique et sociale, les risques, ils sont considérables. Ça va, certes, ça a toujours été du risque pays, du risque de contrepartie, mais les risques climatiques, qui va les supporter ? Surtout sur un métier d'investisseur, nous ne pourrons pas seuls financer des organisations qui sont confrontées à des risques climatiques de plus en plus importants. Quand on finance une organisation de producteurs, quel que soit son secteur d'activité, il peut y avoir un financement de campagne qui marche très bien, 2 financements, 3 financements, parfois 10. On est face à des organisations qui peuvent essayer de très bien structurer, organiser. Il n'empêche qu'il peut y avoir, sur 1 année, 2 années, 3 années, pour des raisons climatiques, des gros problèmes. Et ça ne veut pas dire qu'on doit abandonner ces organisations parce qu'elles sont en impayé, parce qu'elles n'ont pas réussi à respecter le contrat, puisque nous, on est dans un cadre vraiment contractuel, sur 1 année, 1 saison pour des problématiques climatiques. Tous ces risques-là, il faut qu'ils soient pris en charge par des organisations publiques. Après, ce qui est très important, c'est aussi que dans cette relation avec les pouvoirs publics, nous ne devons pas devenir des prestataires de services. Notre rôle, ça n'est pas juste de répondre à des appels d'offres et d'être prestataire de services, parce qu'on risque de se décrédibiliser vis-à-vis de toute notre base citoyenne. Donc on doit rester très strict sur nos objectifs, notre mission, et les pouvoirs publics doivent nous accompagner dans la mise en œuvre de notre mission, mais certainement pas nous réduire à des prestataires de services. Et cette tendance, on la voit, hein, évidemment, parce que c'est plus facile. La tendance, c'est de lancer des appels d'offres sur des très gros budgets, avec des prestataires qui vont être extrêmement efficaces, mais on perd toute la capacité à structurer la société civile locale, les acteurs locaux, et à leur donner les capacités d'innover, de tester, d'expérimenter, de prendre des risques, d'échouer et la transition écologique et sociale ne va pas passer juste par des solutions miracles, répliquées dans des contextes aussi différents que ceux dans lesquels on intervient. Alors pour compléter ce qui a été dit et qui est très juste, le rôle des pouvoirs publics. Bon, 80% de l'aide humanitaire dans le monde est financée par des financements institutionnels, par des États. Donc ils ont évidemment un rôle clé à jouer. Par contre, je pense qu'on ne peut pas tout demander aux financeurs publics, aux institutionnels, surtout quand on voit la situation économique vers laquelle on s'oriente. Quand même, il faut quand même rappeler la question de la macroéconomique européenne actuelle. Les grands financeurs de l'aide internationale risquent de passer les 10 prochaines années dans des grandes difficultés économiques. Donc il y a quand même cet enjeu-là à prendre en compte, qui est que l'État-providence n'est plus là, et donc il va falloir quand même trouver des moyens de réinventer les manières dont on travaille. Et je suis tout à fait d'accord sur l'enjeu du contrat de service en tant que tel. Une ONG contractée en tant que service pour un État, c'est complètement délirant. En revanche, si on est sur je sais pas moi, si une ONG veut se positionner parce qu'elle pense que la réhabilitation en RCA, en République centrafricaine, d'un axe routier est essentielle pour que les populations puissent accéder au marché sur place, finalement, quelle est la valeur ajoutée d'une ONG par rapport à une entreprise de bâtiment public qui viendrait faire ces travaux-là? Eh bien, on a réalisé avec le temps que les ONG en avaient une. C'est-à-dire qu'elles connaissent beaucoup mieux les enjeux des populations qui vivent sur place qu'une entreprise internationale qui va débarquer et va construire sa route indépendamment de l'implantation des villages, etc. autour de ça. Donc il y a très certainement un rôle à trouver des ONG dans ce cadre-là, qui n'est pas évident, parce que ça veut dire vraiment analyser les besoins, les positionnements des entités par rapport aux autres. Et le contrat de service peut être un moyen, dans un cas très particulier et identifié, l'idée par la stratégie de l'ONG. Ce n'est pas l'ONG qui devient dépendante de contrats de service et qui se met à devenir une entité entre guillemets commerciale, mais plutôt qui se dit tiens, sur cette réponse-là, c'est très pertinent. Donc en fait, on a une boîte à outils avec plein de choses, des contrats de service, du financement qui vient du secteur privé, du public, du grand public, etc. Et je crois que les rôles des ONG, c'est finalement de balancer tous ces outils et de se dire qu'est-ce que je peux faire au maximum pour réduire les souffrances des personnes que je soutiens en mobilisant ces fonds-là de manière équilibrée quelque part.
Et donc le rôle des pouvoirs publics, pardon, j'y reviens, je suis tout à fait d'accord sur le fait que il faut vraiment que les pouvoirs publics s'appuient sur une information de qualité quand il y a des décisions d'allocation budgétaire. Et donc ces informations, elles sont beaucoup remontées justement par les ONG, par les Nations Unies, à travers des mécanismes d'analyse des besoins. Donc que la volonté d'allocation d'un budget ne soit plus politique, mais basé sur des faits réels. Donc on y travaille beaucoup avec cette entité qu'on a créée, donc Impact Initiative, à fournir des outils d'aide à la décision, à la fois pour les opérateurs humanitaires, mais aussi pour les financeurs, basés sur des analyses factuelles, collectées au niveau local, en partenariat, par exemple, avec les Nations Unies. On a beaucoup travaillé, par exemple, sur l'Ukraine, pour vraiment comprendre les mécanismes de déplacement des populations. Et on s'est rendu compte que des fois, il y avait des volontés de vouloir ultra-financer des zones. Il y avait limite trop de financement par rapport aux déplacements en cours, réellement en cours dans ces zones-là. Donc je crois que c'est un premier élément qui est important. Le deuxième élément, c'est la transition verte. Les ONG humanitaires et de développement doivent se mobiliser pour ça. Et pour le faire, il faut effectivement qu'on se mette d'accord avec le financeur public. Est-ce qu'on est bien d'accord, ce que ça veut dire d'intégrer l'élément environnemental dans nos analyses et aussi en termes de coûts? Et est-ce qu'on doit compléter finalement les financements des bailleurs de fonds publics avec d'autres sources de financement? Je vais vous donner un exemple très concret. Quand on a voulu mettre en place un mécanisme de bonus pour sélectionner des fournisseurs avec lesquels on travaille, qui avaient une politique verte et une supply chain verte, on s'est dit, tiens, on va mettre quelques points en plus. On a failli, au cours d'un audit, se faire retirer une dépense comme inéligible parce que c'était jugé être un processus finalement non transparent d'avoir sélectionné une boîte qui avait une politique verte qui était légèrement plus chère que d'avoir sélectionné une boîte qui n'avait pas du tout cette politique-là. Donc on a beaucoup travaillé à faire du lobbying institutionnel, à dire mais on met en place des critères objectifs. Et aujourd'hui, c'est devenu un processus interne dans nos processus d'achat. Mais tout ça, c'est un chemin qu'on doit faire ensemble avec les autorités publiques. Et enfin, je vous rejoins sur les enjeux de normes antiterroristes, anti-blanchiment d'argent, qui sur le papier sont importantes, mais en réalité nous empêchent énormément d'envoyer des fonds dans des pays qui en ont cruellement besoin. Deux exemples me viennent en tête. Évidemment, la Syrie, où c'est très, très compliqué d'envoyer des fonds pour aller soutenir des populations qui vivent des choses atroces, parce qu'il y a ces mécanismes antiterroristes et qu'on imagine Syrie égale EI. Voilà. Et un autre exemple, c'est l'Afghanistan, où, pareil, avec le système SWIFT qui a été désactivé, il est très, très compliqué aujourd'hui d'envoyer des fonds sur place. Et donc là-dessus, le pouvoir public a des moyens, et d'ailleurs on y travaille, il y a d'ailleurs un groupe de travail en France tripartite entre l'État, le ministère des Affaires étrangères, le Trésor et les banques pour réfléchir à comment faire en sorte que malgré ces normes antiterro, etc., on ne bloque pas finalement l'aide humanitaire là où elle doit aller. Merci. Vincent ? Je ne suis pas porte-parole de Coordination Sud, donc je vais essayer de rester sur les éléments que je connais un peu officiels, et puis peut-être quelques commentaires. Alors, sur la question des ressources, Coordination Sud porte depuis quasiment sa création une revendication de dire qu'il faut plus de ressources pour les ONG françaises comparativement à l'aide publique au développement. Alors, il faut déjà plus d'aide publique au développement en France. Alors, il faut savoir que la France rattrape son retard et force est de constater qu'effectivement, depuis le quinquennat Macron, il y a un investissement plus fort de la France dans son aide publique au développement, qui est quasiment à 0,55% du RNB en 2020, et avec une part qui augmente, transitant, ce qu'on appelle nous transitant par les ONG, c'est-à-dire un montant qui est mobilisé par les ONG sur la mise en place des projets. Donc ça augmente, ça il faut le souligner. Pour Coordination Sud, ça reste encore insuffisant, ne serait-ce que parce qu'on est, je crois que c'est 5% ou 6% du RNB qui transite par les ONG en 2020, quand la moyenne des pays de l'OCDE est à 15% et que la Grande-Bretagne et l'Allemagne sont à peu près à 10%. Donc pour nous, il y a un effort encore supplémentaire à faire, et donc il y a un certain nombre de... Mais je ne vais pas rentrer dans les débats trop techniques, mais en tout cas, du côté des pouvoirs publics, on estime qu'il y a des ressources plus importantes qui peuvent être mobilisées par les ONG. Ce que dit l'étude, pour essayer sur des choses un peu factuelles, ce que montre aussi l'étude, c'est que les ONG françaises sont fragiles.
et qu'en fait, c'est un peu ce paradoxe, c'est qu'il y a une augmentation très forte des ressources tirées par certaines grandes ONG, mais qu'en fait, le secteur reste encore fragile. Pour donner un exemple, en 2000, je crois que le chiffre, c'est en 2020, une ONG sur 5 ou une ONG sur 4 est en résultat négatif depuis 3 ans. C'est qu'on a des ONG qui sont encore très fragiles, et surtout, on a moi j'appelle ça une biodiversité organisationnelle qu'il convient de continuer à soutenir. Et en fait, effectivement, on a cette contrainte-là d'avoir des financements qui sont plus importants, mais qui s'adjoignent à des contraintes de gestion plus importantes. Et dans l'étude, certaines ONG nous ont dit, nous on n'y va plus en fait sur les financements publics. On n'y va plus parce que quand on est une ONG à 1 million, 3 millions, même 10 millions, avoir un financement où on nous demande 14 rapports qu'on est en incapacité de produire, on n'y va plus. Et donc du coup, surtout pour des ONG dont je vous rappelle qu'elles sont principalement financées par des fonds privés, et qu'en fait, elles se disent finalement, à quoi bon, nous on va développer d'autres types de financement. Donc il y a un vrai sujet qui n'est pas simple, et qui n'est pas simple non plus pour les pouvoirs publics, d'avoir des modalités de soutien qui continuent, à notre sens, à Coordination Sud, à promouvoir une biodiversité organisationnelle et pas simplement à financer certains types d'ONG qui ont les capacités de gestion et qui se retrouvent, comme ça a été très bien dit, en tête de file de consortium. J'en profite pour faire de la pub pour un collectif membre, le groupe Initiative, qui a sorti une étude sur les consortiums qui s'intitule Levier ou piège à haut risque, et qui apporte un certain nombre d'éléments sur aussi les limites de ce type de financement. Et je conclurai en disant que alors, c'est un sujet qui n'est pas simple, et là c'est plutôt un avis très personnel, mais il y a aussi une tension quand même qu'on remarque, c'est que ça a été dit un peu tout à l'heure, on a une injonction à de plus en plus de localisation de l'aide, c'est-à-dire faire en sorte que l'argent soit le plus efficacement utilisé par, en tout cas, que les bénéficiaires ou les attributaires de l'aide aient l'argent de manière la plus efficace, c'est-à-dire avec le moins d'intermédiaires, qu'il y ait le moins d'intermédiaires entre le donateur, qu'il soit public ou privé, et le bénéficiaire. Ça veut dire notamment financer davantage, ou en tout cas faciliter l'accès aux financements internationaux par les organisations locales. Il faut savoir qu'aujourd'hui, très peu, hormis quelques exceptions, qu'on cite souvent, il y a BRAC qu'on cite souvent, mais en réalité, il n'y a pas beaucoup d'organisations locales qui sont en capacité d'accéder, quand je dis locales, c'est des organisations non occidentales, qui sont en capacité d'accéder à des fonds internationaux. Et pourtant, et à raison, notamment pour tous les besoins qui ont été mentionnés, il faudrait qu'elles soient plus en capacité de mettre en place et mettre en œuvre des projets d'aide au développement. Et donc, il y a cette tension qui n'est pas simple à résoudre entre plus de localisation et en même temps plus de contraintes. Et plus de contraintes n'aide pas à plus de localisation. Alors, l'Agence française de développement a ouvert cette année pour la première fois une partie de ses subventions aux ONG, aux organisations locales. Il y a un travail qui est en cours d'évaluation, de bilan. C'est un peu la seule à le faire avec la Belgique. Mais il y a aussi, je pense, dans les années à venir, une réflexion à avoir pour les ONG occidentales, qui n'est pas tranchée, parce qu'elle n'est pas simple, sur leur rôle dans un monde où, en fait, un monde qui n'est plus occidental et où elles n'ont plus forcément à la fois la capacité de mobiliser et puis la capacité de mettre en œuvre. Et ça, c'est un débat à venir qui n'est pas simple, parce que ça interpelle aussi le rôle des ONG occidentales comme intermédiaires de l'aide. C'est un débat qu'on est en train d'avoir à Coordination Sud. Je vous invite à suivre ce qu'on pourra produire sur le sujet. Merci. Et un débat qu'on peut peut-être continuer entre nous également aujourd'hui. Alors, il reste à peu près 20 minutes. 30 minutes 30 minutes. Donc, je vous propose que ce soit un petit peu la dernière question, et après qu'on puisse peut-être avoir une discussion avec le public. Donc voilà, sur cette question de repositionnement des ONG, des organisations de solidarité internationale, des questions autour du financement. Comment est-ce que vous percevez votre place dans quelques années? On a parlé de relocalisation de l'aide, sur tous ces enjeux finalement. Quels sont les enjeux que vous prévoyez dans votre place au sein du paysage de la solidarité internationale? Est-ce qu'il y a un volontaire pour commencer? Anne-Sophie. Rapidement, juste pour dire que nous, clairement, mais depuis l'origine, et c'est propre à notre activité, notre métier, on se voit comme un intermédiaire et on n'est jamais dans la mise en œuvre en direct, et c'est pas nous qui, derrière, mettons en œuvre les activités avec les bénéficiaires finaux. Et ça, c'est quelque chose qui va, pour nous, en tout cas sur notre secteur d'activité, qu'on va même renforcer. On va essayer encore de prendre systématiquement un niveau plus haut et de faire en sorte que ce soit les acteurs locaux
qui soient en première ligne sur la mise en œuvre et sur leur capacité à mobiliser des ressources pour la mise en œuvre de leurs activités. C'est ce qu'on illustre à la CIDI, c'est ce qu'on appelle la chaîne de solidarité pour le financement. On est là pour collecter des ressources que nous allons derrière investir auprès d'organisations locales qui elles-mêmes vont mettre en œuvre ces financements pour permettre soit de financer des activités génératrices de revenus, financer la transition écologique et sociale, donner accès au crédit à des populations qui n'ont aucune ressource pour financer des activités économiques. Donc ça, c'est vraiment un rôle très important pour nous et on se pose à chaque fois la question de comment aller encore plus loin dans cette délocalisation de l'action, enfin relocalisation en fait, et même pour le volet accompagnement, assistance technique de nos partenaires, l'idée de plus en plus c'est de trouver les ressources humaines locales, les consultants locaux qui vont pouvoir accompagner dans la durée les institutions qu'on finance. Et dernièrement, un des éléments forts de cette stratégie, ça a été d'investir dans une société de financement en Afrique de l'Est, de manière à délocaliser tout un volet de notre portefeuille à travers une organisation locale qui va elle-même mettre en œuvre le refinancement local, ce qui nous permet aussi de donner accès à cette organisation à des ressources locales et donc de ne plus être confronté à la problématique, par exemple, du risque de change en partie, et aussi d'accéder à des ressources locales, d'être reconnu comme un acteur clé localement du financement et de refinancement de la microfinance, des chaînes de valeur agricole. Merci. Oui, pour poursuivre, je pense que vraiment, nous, le rôle des ONG est en train de changer. On s'oriente vers deux axes principaux, connecter et mobiliser, et vraiment être le lien entre la société civile et les financeurs des pays développés, les bailleurs, les donateurs, mais aussi les soutiens qui sont engagés aux côtés d'Action contre la faim, et les organisations de la société civile dans les structures, dans les pays dans lesquels on intervient. Et ça se traduit déjà dans certains de nos pays d'intervention. Je pense par exemple au Burkina Faso, où je me suis rendue en juin dernier, où vraiment, ça c'est un pays dans lequel on travaille déjà très fortement en partenariat. On a plus d'une cinquantaine d'organisations de la société civile avec lesquelles on travaille depuis 15 ans. Et on voit une vraie évolution, c'est-à-dire qu'au début, on a été dans une phase d'identification des partenaires, renforcement des compétences. Aujourd'hui, on travaille ensemble, on co-construit des projets ensemble. La possibilité de travailler en partenariat nous permet, et là je pense le contexte actuel au Burkina est un contexte de grave crise sécuritaire, et donc travailler avec les organisations de la société civile qui sont présentes directement dans les régions nous permet de poursuivre l'accès et de maintenir nos projets. Et effectivement, puisque tu en parlais Vincent, cette année au Burkina, l'Agence française de développement lance un appel à projet directement auprès des organisations de la société civile. Et donc, on a accompagné plusieurs des partenaires avec lesquels on travaille pour qu'ils puissent répondre et avoir accès maintenant directement à ces financements. Donc c'est une grande première étape qu'on espère réussir. Mais voilà, ça fait 15 ans qu'on travaille avec eux, ça prend du temps. Mais clairement, je pense qu'il faut avoir ces moyens d'investissement parce que c'est un coût et qui n'est aujourd'hui pas pris en charge dans les budgets, puisqu'en général, c'est des budgets pour mettre en place un programme. Donc c'est de l'investissement sur les fonds qui viennent des donateurs particuliers, de pouvoir justement financer ce travail de construction du partenariat avec les organisations de la société civile. Et ça prend du temps. Mais clairement, le rôle des ONG va changer pour être moins dans de l'implémentation directe et davantage vers connecter et mobiliser. Tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je dirais qu'un des rôles clés des ONG, même si c'est dur à le dire comme ça, c'est finalement d'être un canal qui permet d'aller chercher des fonds à des endroits inaccessibles pour des populations les plus vulnérables qui se trouvent être à des milliers de kilomètres de ces processus de décision de ces fonds et de les attribuer là où il y en a le plus besoin. Donc ça, c'est un rôle qui est essentiel. Je vais vous donner l'exemple de l'Afghanistan où Acted a fait ce choix difficile de rester après la chute du régime l'été 2021. Et on s'est rendu compte, il y a des études de la Banque mondiale qui aujourd'hui démontrent que en fait, les financements humanitaires qui ont pu rentrer dans le pays ont permis d'éviter le pire, même si la situation est catastrophique en Afghanistan, il faut le dire, ont permis d'éviter
l'effondrement pur et simple et l'explosion de la pauvreté en Afghanistan, parce que ces ressources ont pu rentrer dans le pays. Donc je crois qu'il faut qu'on repense déjà à ce truc très simple qui est une ONG internationale, son rôle c'est de pouvoir aller chercher des financements en dehors des pays qui sont affectés, qui ne trouvent pas ces ressources localement, et on parle de ressources financières, on reparle de ressources techniques et de ressources humaines, et de pouvoir soutenir ces pays-là. Après, sur la question de la mobilisation, les ONG ont un rôle, je dirais, depuis le premier jour, qui est de mobiliser les acteurs locaux. Quand on parle de localisation de l'aide, on parle souvent du financement qui doit être le plus direct possible, mais la localisation de l'aide, c'est bien plus que ça. C'est le lien avec les autorités territoriales, c'est la compréhension des dynamiques territoriales, c'est mettre en place ces réponses sur une logique avec et par, enfin, l'analyse des besoins qui est réalisée avec et par les populations qui sont soutenues. C'est travailler avec des fournisseurs locaux, c'est mobiliser l'économie locale, c'est recruter localement, former, accompagner des équipes, etc. Et c'est effectivement financer des organisations locales ou même se retirer de certains projets pour outiller ces organisations locales pour qu'elles puissent, elles, à l'issue de ces projets, pouvoir directement faire des appels, des réponses à des appels à projets de bailleurs de fonds internationaux. Donc c'est vraiment toute cette mécanique-là qui est en œuvre sur le terrain. Je dirais que ce n'est pas quelque chose de nouveau, ça a été remis au goût du jour en 2016 lors de ce forum mondial de la réforme humanitaire très poussé par les Nations Unies. Mais en réalité, c'est un sujet depuis le premier jour. Une ONG, quand elle arrive dans un pays, son premier enjeu, c'est comment on va comprendre les dynamiques locales et territoriales. Toute l'intelligence programmatique, sécuritaire du terrain provient des personnes avec lesquelles on travaille. Souvent, on parle de transfert de compétences, etc. En réalité, on va former, aider sur des sujets techniques les personnes. Mais l'intelligence des projets, la compréhension des dynamiques territoriales, tout ça, ça s'acquiert en des années grâce aux personnes avec lesquelles on travaille. On a 90% aujourd'hui de notre masse salariale qui est sur le terrain, embauchée localement, et dont certains travaillent avec nous depuis des vingtaine, trentaine d'années, et aujourd'hui sont devenus en fait des expatriés qui travaillent au même titre, enfin qui se déplacent de partout dans le monde pour nous aider à mettre en place des réponses sur le terrain. Donc je crois qu'il y a vraiment aussi cette question de la localisation, de vraiment la considérer comme un écosystème qu'on va mobiliser localement. Et d'ailleurs, on a développé une initiative depuis 2015 qui s'appelle Agora, et qui travaille c'est un projet entre Acted et Impact, à justement, dans des zones de crise, travailler sur les problématiques de stabilisation en donnant des outils aux autorités nationales, aux OSC, aux ONG locales, des outils qui puissent être utilisés à très long terme dès qu'il y a une crise, qu'elle soit d'ordre humain ou d'ordre environnemental, puisqu'on le sait, 80% aujourd'hui des crises, des catastrophes naturelles, sont d'origine, sont liées au climat, à la crise climatique. Donc on travaille aussi de plus en plus à intégrer cet élément climatique dans le cadre de ce projet et dans le cadre de ces discussions avec les autorités territoriales du terrain. Merci. Merci à tous les quatre pour cette discussion passionnante. Je crois qu'il nous reste quelques minutes pour des questions. Est-ce que le public a des questions? Oui, ici. Donc je suis Muriel Leroy, je suis déléguée générale de la Fondation Suez. Donc on travaille régulièrement en soutien des projets d'Acted, d'Action contre la faim. Et en fait, j'ai envie de vous poser la question, comment vous voyez justement la contribution des fondations qui s'impliquent également avec du mécénat de compétences dans des projets d'accès à l'eau. Là, on est sur des nouveaux modèles qui paraissent peut-être plus séduisants aussi pour des entreprises et pour les dirigeants des entreprises, parce que ça correspond aussi à leur culture. Mais je pense que l'implication des collaborateurs sera plus difficile parce que ça leur paraîtra beaucoup moins concret.
Moi, je crois beaucoup dans ces modèles. On l'a vu, par exemple, je vais redonner l'exemple de l'Ukraine, mais en fait, la mobilisation, quand on parle de lien avec le secteur privé, avec les fondations, c'est encore une fois bien plus qu'un transfert d'argent. On fait un projet, on rapporte sur ce qu'on a fait. C'est vraiment quelque chose qu'on construit sur le long terme. Et nous, on l'a bien vu, il y a des spécialités qui émanent dans le secteur privé, où les connaissances sont bien plus poussées, il faut le dire, que dans les ONG. Et donc, pouvoir bénéficier d'une expertise technique très poussée d'une entreprise, accompagnée de financement et de mobilisation de son personnel, est pour moi quelque chose de clé et d'essentiel. Et quand on fait des projets d'infrastructure, quand on fait des projets autour de l'eau qui sont très complexes dans la réalisation technique, l'expertise du secteur privé n'est plus approuvée à ce niveau-là. Et donc là, moi, je pense qu'il y a vraiment une convergence, pour rebondir, entre ces secteurs qui va ne faire qu'évoluer. En tout cas, nous, on voit cette tendance vraiment augmenter. Alors après, je pense que ça passe par des partenariats stratégiques avec quelques entités, pas ratissées, parce que ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, que de construire cette relation. On se connaît mal, on n'a pas les mêmes manières de fonctionner, donc ça prend du temps à imbriquer finalement nos approches, mais nous on voit ça comme quelque chose de très positif et qui va, à mon avis, augmenter dans les années à venir, parce que la prise de conscience des entreprises est de plus en plus importante sur l'enjeu impact environnemental, impact social, etc. Et parce que les ONG ont besoin aussi d'aller plus loin dans leur valeur ajoutée sur les terrains et de pouvoir être en mesure de réaliser des programmes techniquement irréprochables. Quelque chose à ajouter ? Oui, par rapport au mécénat de compétences, parce que pour nous, on utilise le mécénat de compétences depuis de nombreuses années. On est dans le secteur financier, dans le secteur de l'investissement, et c'est très important pour nous d'avoir accès à ces ressources humaines, à cette expertise qui est extrêmement valorisée par nos partenaires dans les pays dans lesquels on intervient. Notamment lorsqu'on est actionnaire, on est toujours en position de participer à la gouvernance des organisations pour les aider justement dans leur développement, dans leur stratégie sur la durée. Et c'est grâce notamment aux ressources humaines dont on bénéficie dans le cadre de ces conventions de mécénat de compétences avec les banques françaises, notamment avec la BNP, que nous pouvons mettre à disposition de nos partenaires cette expertise. Et ils sont extrêmement en demande de cette expertise, parce que même si l'expertise locale existe, le partage d'expérience au sein notamment d'un conseil d'administration, d'un bureau, d'un comité technique, d'un comité RH, d'un comité... c'est extrêmement pertinent, intéressant, utile. Donc nous, on est on s'appuie beaucoup sur ce mécénat de compétences. Il y a une autre question par ici. Juste pour vous répondre sur l'étude, alors c'est très bien, mais l'étude montre que le mécénat de compétences est peu sollicité par les ONG, associations de solidarité internationale, hormis certaines qui le font... de manière relativement importante, mais qu'il y a peu finalement de mobilisation, et peut-être ça fait partie, je sais que c'est déjà des discussions en cours que les pouvoirs publics animent déjà des discussions en cours entre les entreprises, les fondations et les ONG sur comment mieux mobiliser le dispositif, mais ça fait certainement partie des leviers de mobilisation plus importants sur les années à venir. Justement, pour faire écho à ce qu'évoquait Vincent, donc je suis Anne-Charlotte Domartin, je suis la déléguée pour les relations avec la société civile au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Et justement, dans le cadre du Conseil national pour le développement et la solidarité internationale, on a un groupe de travail sur le rôle des fondations dans le développement qui se réunira jeudi en visio pour aborder justement cette question mécénat de compétences, désir d'engagement des salariés dans les entreprises et offre de volontariat, dispositifs de volontariat et d'engagement existants et besoins des associations. Donc c'est vraiment l'objectif de la réunion qu'on aura jeudi, que d'évoquer ces questions. Donc on peut en discuter après pour que vous puissiez y assister. Je pense que ça serait une bonne chose. Et puis les pouvoirs publics ont été évoqués à plusieurs reprises, plusieurs remarques. D'abord, effectivement,
si la France fait moins bien que d'autres États en matière d'APD transitant par les OSC, il y a quand même une progression qui a été significative, puisque en un quinquennat, on est passé de 3 à 6% de notre APD transitant par les OSC, donc c'est quand même une progression significative. Et la volonté est de continuer à aller dans cette direction, et on est en ce moment un travail de réflexion stratégique pour justement prendre en compte les défis auxquels sont confrontées vos organisations et essayer de trouver à la mesure de nos moyens ce qui peut être fait. Et par exemple, on aura dans les années qui viennent une réflexion en équipe France avec les différents bailleurs de l'équipe France pour se poser cette question et pour essayer d'avancer sur ces questions de redevabilité et pour éviter de multiplier les audits, par exemple. Donc ça, c'est des choses dont on est conscient et on essaie de trouver des solutions qui soient cohérentes aussi avec les défis auxquels nous-mêmes nous sommes confrontés. Je crois qu'il y a une autre question là-bas. Oui, bonjour, Joëlle Sicamois, directrice d'Un enfant par la main. Merci beaucoup pour ces interventions extrêmement riches et qui questionnent beaucoup. Moi, je représente une ONG qui est de taille moyenne, 6 millions d'euros, qui a 40 ans d'existence, donc qui fait du développement de façon assez classique et je pense représenter un certain nombre d'ONG du paysage et de la biodiversité dont tu parlais, Vincent, tout à l'heure. Et c'est vrai que votre intervention, elle questionne énormément. On n'a pas forcément la culture de l'innovation dans ces structures-là. Et ce qu'on pressent de vos témoignages, c'est que si cette culture de l'innovation, on ne l'amène pas, quelle est notre survie à 10-15 ans? Quel est notre avenir? En tout cas, et je pense que les petites sont concernées aussi, quoique pas forcément, parce que certaines sont justement assez innovantes, peut-être davantage que les moyennes qui, elles, sont encore dans des grosses problématiques de modèle économique. On rajoute à ça la question de la localisation de l'aide et du coup notre capacité à aller capter des nouvelles sources de financement, notamment institutionnelles. Voilà, c'est pas vraiment une question, mais en tout cas, voilà, je voulais partager ce commentaire et ce que ça m'apporte comme réflexion. En tout cas, merci énormément pour vos témoignages. Bonjour, Isabelle Corbier, je suis la trésorière de l'ONG Make Mothers Matter. J'ai une question en vous écoutant, c'était tout à fait intéressant, et à propos d'innovation. Est-ce que vous travaillez déjà, je parle là des très grosses ONG que vous êtes, sur justement une réflexion, vous parliez des contrats de prestation de services et de cette difficulté, donc au niveau des associations, en top level, de réfléchir justement à proposer par peut-être les trésoriers, etc., des réflexions, de proposer de nouveaux contrats, de nouveaux types de structures juridiques pour répondre à l'innovation dont on a besoin. C'est-à-dire qu'en clair, il est évident, et c'est notre force à tous, les ONG fonctionnent sur l'humain, voilà, et qui n'est pas la mission de base des pouvoirs publics. Et peut-être, d'où ma question, est-ce qu'il existe des groupes de travail entre les très grosses ONG, en transversal, pour proposer justement de nouvelles structures juridiques, etc., pour pouvoir aller capter tous ces fonds et les redistribuer, peut-être aussi aux plus petites? Merci. Donc 2 questions sur l'innovation financière, l'innovation juridique. Qui veut commencer? Vas-y, Alice. Oui, nous, en tout cas, on travaille avec le conseil d'administration sur la refonte de notre modèle économique et on s'interroge beaucoup sur, effectivement, les 2 piliers historiques d'Action contre la faim qui sont les subventions et la collecte et de voir comment est-ce qu'on peut développer de nouveaux piliers tout en étant aussi dans un niveau où il faut qu'on limite la complexité voilà, de mise en place de ces nouvelles innovations. On parlait tout à l'heure de financement innovant, type les contrats à impact, qui sont vraiment, je pense, quelque chose qui se développe de façon assez importante, mais qui nécessite des coûts de structuration importants, un temps de travail, de mise en œuvre juridique aussi qui est conséquent. Donc c'est vrai que pour l'instant, c'est quelque chose qu'on regarde, mais que nous, on n'envisage pas encore de mettre en place.
On travaille plutôt pour voir comment est-ce qu'on peut modifier la façon de travailler avec les entreprises et justement ne pas être que sur du mécénat, ce qu'on fait de façon historique, et d'aller plus sur des vrais partenariats stratégiques, être dans une capacité voilà, de créer des offres ensemble, des services, des produits, de mener des projets ensemble. Donc ça, c'est vraiment un axe sur lequel on travaille fortement. Et après, en lien avec Coordination Sud, il y a un certain nombre d'échanges sur les modèles économiques des associations. En tout cas, pas de groupe à ma connaissance sur la création de nouveaux structures juridiques ou nouveaux volets de financement. Alors, il y a 2 fois le mot innovation qui est ressorti dans vos deux questions et interventions. C'est un enjeu clair, c'est-à-dire au bout de 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans qu'on intervient, etc. Comment est-ce qu'on renouvelle nos actions? Comment est-ce qu'on trouve l'inspiration, etc., etc. Et une des réponses qu'on a essayé d'aller chercher a été via un peu cette ambition qu'on appelle 3.0, c'est-à-dire créer des structures sur le terrain. Donc on appelle ça des maisons 3.0. On va s'entourer d'acteurs sur place qui ont des idées ultra pertinentes dans des contextes très terrain, et on va s'en inspirer pour voir si c'est déployable à d'autres échelles, à d'autres endroits, et on va surtout réunir tous ces acteurs, pas que du secteur de l'aide, mais un peu comme ce qui se passe ici à Convergence, issus du secteur privé, public, etc., pour polliniser ensemble, réfléchir à des nouveaux modes opératoires, à des nouvelles manières d'agir. Ça, c'est sur la partie innovation, inspiration. Sur la partie structuration juridique, des réflexions ont lieu, en tout cas au sein du groupe d'Acted. Je parlais de différentes entités tout à l'heure. On crée on a créé une fondation faîtière qui va recouvrir juridiquement toutes ces entités pour qu'elles puissent, quelque part, plutôt que de devenir une très, 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 très grosse structure, découper, en fait, c'est ce qu'on a fait avec une entité impact qui s'occupe vraiment de l'analyse des besoins de manière très factuelle, etc. Acted qui est vraiment l'opérateur humanitaire, Oxus qui est l'entité qui fait de la microfinance. On les découpe et elles le rapportent à cette fondation pour qu'elles puissent chacune rester agiles, évoluer dans leur secteur pour ne pas devenir un trop gros mastodonte imbougeable. Parce que, évidemment, l'histoire des organisations fait que quand on atteint une taille trop critique, il devient hyper compliqué, même les processus de décision sont longs, etc., etc. Or, on est des acteurs humanitaires, on doit être en mesure d'aller très très vite dans nos processus de décision interne. Et aujourd'hui, on réfléchit aussi beaucoup à notre transition digitale, c'est-à-dire comment on intègre cet outil qui a radicalement transformé le monde, l'outil du digital, au niveau d'une ONG. Qu'est-ce qu'une ONG in virtual life? Qu'est-ce que peut faire une ONG en utilisant l'outil virtuel? Comment on intègre ça, etc., etc. Bref, on pourrait parler pendant des heures de tous ces sujets. Il y a énormément de sujets qui se présentent à nous. Le monde est complètement en train de se transformer et donc le rôle des ONG est naturellement en train de se transformer. Les acteurs sur le terrain avec lesquels on travaille nous inspire beaucoup sur justement ces nouvelles approches et les remonter au niveau global. Mais voilà, vraiment cet enjeu de réussir à garder l'agilité des structures, je pense que c'est vraiment là un élément essentiel quand on atteint des structures de l'ordre de celles dont on parle là actuellement pour rester agile. Peut-être juste une remarque sur les difficultés des moyennes et petites. Je pense qu'il y a un vrai enjeu sur les questions d'investissement au changement. Et ce que montre l'étude, c'est qu'en fait, vos structures n'ont pas beaucoup de moyens d'investir ou n'ont pas les moyens d'expérimenter ou de risquer des nouvelles façons de faire, puisque en fait, vous finissez déjà à zéro chaque année. Donc vous êtes déjà dans des difficultés. Et donc il y a un vrai sujet à Coordination Sud qui est en discussion. Et je t'invite à venir en discuter à l'Assemblée générale de CSUD et en discussion avec les pouvoirs publics sur comment est-ce qu'on accompagne et peut-être... on accompagne ces investissements au sein de structures comme les vôtres qui ont besoin de ces investissements qu'elles ne peuvent pas mobiliser par elles-mêmes pour se transformer. Et ça, il y a un vrai sujet à l'avenir là-dessus, donc on pourra en discuter à l'occasion. Merci beaucoup pour cette... alors malheureusement, on n'a plus le temps pour les questions. Je viens d'avoir un petit panneau fin. À innover, à essayer de nouvelles choses, à mobiliser les ressources personnelles. C'est dans le ESS, mais
Merci. Donc, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup aux intervenants. Merci à vous pour votre attention. Et je clore cette discussion. Je précise juste, j'ai quelques exemplaires de l'étude. Si je peux repartir avec un sac moins lourd, je suis largement preneur. Donc j'ai aussi des synthèses et tout. N'hésitez pas à venir me voir, je peux vous en donner.